Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Donc ce matin, vous avez avec l'ensemble des partenaires sociaux rencontré la ministre du Travail hier, Elisabeth Borne, pour parler de quoi? Évidemment de la nouvelle situation. Est-ce que vous avez senti de la bonne volonté de la part des employeurs qui doivent permettre aux salariés de s'organiser avec ce calendrier chamboulé sur les vacances, sur le télétravail? En tout cas, ce type de réunion, elle est utile parce que ça permet de poser les défis qui sont posés aux entreprises comme aux travailleurs dans le nouveau contexte. Moi, j'ai appelé à la responsabilité des entreprises. D'abord, pour le télétravail, il faut qu'on fasse cet effort-là pendant 4 semaines en gardant cette journée de soupape. C'est absolument indispensable parce que les gens en bavent en télétravail, on ne le dit pas assez. Et puis, on a appelé à ce que sur les congés, il y ait de la souplesse. Parce que quand vous avez posé votre congé pour la 2e semaine, par exemple, et finalement, ce sera une semaine où il y aura école, il faut qu'on puisse donner la possibilité aux salariés dans les entreprises de plutôt prendre la première pour qu'ils puissent partir avec leurs enfants. Enfin, partir, malheureusement non. Mais jouent le jeu pour l'instant, de ce qui vous remonte. C'est difficile à dire. Vous savez, la situation, elle n'est pas la même et je le regrette d'une certaine manière, qu'en mars dernier, en mars 2020. Il y avait une forme de volonté d'apaiser les choses de tous côtés. Et là, on sent qu'il y a beaucoup plus de tensions de part et d'autre. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, on n'a pas d'abus concernant les congés, par exemple, mais on en appelle, hier, c'est ce que j'ai fait, à la responsabilité des entreprises en disant et permettez aux salariés, en termes de congés, de s'adapter à la nouvelle donne, parce qu'autrement, on va avoir des situations très compliquées au niveau familial. Selon Elisabeth Borne, selon le ministère du Travail, il y a 3 millions de Français, on parlait du télétravail, qui pourraient choisir cette option, qui pourraient être amenés à télétravailler, qui ne le font pas. Le taux de télétravail est insuffisant selon l'État, donc avec des risques de contamination, notamment dans les transports. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous incitez les salariés à pratiquer le télétravail? Oui, mais il faut reconnaître une grosse lassitude. En fait, au début, le télétravail, on se disait c'est pas si mal, etc. Il y a une grosse lassitude, il y a une fatigue psychologique immense. Enfin, les études de la situation psychologique des salariés, ils montrent qu'il y a 2 fois plus de dépressions, le nombre de dépressions a doublé depuis l'année dernière, que les salariés n'en peuvent plus. Donc, il faut faire cet effort pendant 4 semaines, c'est sûr, mais il faut prévoir des dispositifs d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une journée de soupape s'il y a besoin pour les salariés. Et puis, je crois que dans les entreprises, on a à s'interroger aussi quel soutien psychologique, quel dispositif on met en œuvre pour les salariés pour, d'une part, les soutenir lorsqu'ils ont une difficulté, mais aussi voir quelle est leur intensification du travail. En fait, toutes les enquêtes montrent que les gens travaillent beaucoup plus que lorsqu'ils sont en poste, parce qu'ils font moins de pauses, parce que les journées sont plus denses, sont plus longues. Donc, je crois il faut compenser ça aussi peut-être d'une autre manière. Je crois qu'il faut, dans la façon de manager, il faut aussi essayer de désintensifier le travail dans cette période, parce que les gens en souffrent. Est-ce qu'il faut, on en parlait dans le journal, une mesure spécifique pour les assistantes maternelles? Il y a une certaine confusion pour l'instant au niveau du gouvernement. Est-ce que certaines assistantes maternelles qui ne souhaitent plus travailler peuvent pouvoir le faire, doivent pouvoir le faire? Est-ce que celles qui veulent continuer aussi? Quelle est votre position? Quelle est la position du syndicat? Puisque là, les enfants, les assistantes maternelles travaillent chez elles ou chez leurs particuliers employeurs. Lorsqu'il y a une garde d'enfants et qu'elle peut continuer, il n'y a pas de problème. Mais il y aura des situations où les familles vont dire finalement, on ne met pas l'enfant parce que nous-mêmes, on a un autre enfant qu'on garde et on a une activité partielle. Dans ces cas-là, les assistantes maternelles doivent bénéficier du chômage partiel. Elles ne doivent pas être victimes de la situation. De même, si une assistante maternelle a ses enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et qu'elle est obligée de les garder, eh bien, elle doit bénéficier de l'activité partielle comme n'importe quel autre salarié. Donc vous préconisez le cas par cas? Oui, bien sûr. Je préconise qu'elles soient traitées comme les autres salariés. Lorsqu'elles ne peuvent pas exercer leur activité pour une raison ou une autre, eh bien, elles soient prises en charge en chômage partiel. L'État maintient tous les dispositifs d'accompagnement, les mesures de chômage partiel, les différentes aides. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous, le maintien du quoi qu'il en coûte. Pour vous, néanmoins, il y a une catégorie qui reste très pénalisée. Ce sont les jeunes qui payent, selon vous, le plus lourd tribut à cette crise sanitaire. Les plus jeunes même, qui vont être éloignés de leur lycée, de leur classe, de leurs camarades pendant ces prochaines semaines. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous préconisez? Les jeunes, ils traversent une épreuve terrible depuis plus d'un an, les 15-25 ans, disons, pour des raisons soit économiques, soit de lien social, soit d'accès à une scolarité normale. Et moi, je pense qu'on Et vous trouvez qu'on n'en fait pas assez? Je pense qu'on a un rattrapage de solidarité et d'investissement à faire pour la jeunesse et que dans les mois à venir, il faudra ce grand plan jeunesse qui prenne en compte les impacts économiques, psychologiques, sociaux. On aura, je crois, moi, nos générations, on aura un devoir à l'égard de cette jeunesse qui paye un lourd tribut. Et donc, il faudra se regarder comment on finance. Et moi, j'en appelle à un vaste plan d'investissement. Oui, mais ça passe par des mesures concrètes. Et de solidarité à l'égard de... Vous aviez demandé, par exemple, l'instauration
ça passe RSA par le jeune, RSA jeune. Ça passe par le RSA jeune avec une allocation et un accompagnement pour s'insérer professionnellement, mais ça passe aussi pour tout un tas de jeunes avec un accès priorisé quand on pourra le faire à la culture, avec pourquoi pas des chèques culture, des chèques loisirs. C'est-à-dire que des possibilités pour ces jeunes de pouvoir voyager, d'aller davantage en Europe parce qu'ils ont été contraints pour certains d'entre eux. On n'aura pas ces générations Erasmus, par exemple. Et donc, il faudra un vaste plan de rattrapage en termes de solidarité à l'égard de cette jeunesse qui paye vraiment un lourd tribut. Toutes les études psychologiques montrent que ce sont ceux qui sont le plus impactés aujourd'hui. La vaccination, elle se déploie à grande vitesse, affirme en tout cas le gouvernement. Elle s'ouvre pour l'instant en fonction de l'âge des patients, même si Emmanuel Macron, mercredi, a ouvert des portes, notamment pour les enseignants, pour les forces de l'ordre, les professions exposées à la rencontre avec le public. Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, ce dispositif, ou il faut le changer ? Tous les travailleurs exposés doivent pouvoir bénéficier d'un accès prioritaire. Eh bien, c'est évidemment les enseignants, les policiers, mais ce sont aussi ces salariés de toutes petites entreprises qui, depuis mars 2020, sont à la caisse, sont à l'entreprise de propreté, sont à la surveillance, à la sécurité, et qui sont donc exposés à la rencontre d'autres et qui sont exposés au virus. Ceux-là aussi doivent avoir, par le biais des services de santé au travail, un accès prioritaire à la vaccination. Non, c'est en fonction de l'âge. Moi, je suis d'accord évidemment pour la vaccination des enseignants, mais je pense qu'il faut aussi la vaccination de tous ceux qu'on appelle ces travailleurs de deuxième ligne, souvent des travailleurs de toutes petites entreprises. Et pour ça, il faut que la médecine du travail développe des programmes de vaccination de ces salariés spécifiquement, parce que ce sont aussi des salariés très exposés. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie qui est aujourd'hui faite avec des vaccinodromes géants qui vont s'installer un petit peu partout, mais avec, comme l'a rappelé Emmanuel Macron, des critères d'âge d'abord. Oui, mais je crois qu'il faut aussi des critères d'exposition maintenant, comme on va avoir normalement plus de doses, et évidemment il faut des doses, et que la médecine du travail doit déployer beaucoup plus d'efforts pour mettre en œuvre ces vaccinations. Notamment pour ces salariés qu'on oublie, on en a pas beaucoup parlé il y a un an et qu'on oublie dorénavant et qui sont toujours très exposés, et ils sont très nombreux. Vous parlez justement de ces très petites entreprises, on ne le sait pas toujours, il y a en ce moment des élections professionnelles où votre syndicat évidemment se présente jusqu'au 6 avril je crois, ces TPE, ces entreprises de moins de 11 salariés, moins de 8%, je crois, des salariés concernés ont voté lors des dernières élections professionnelles dans ce domaine. Est-ce que ça ne montre pas la faible représentativité quand même des syndicats Non, en parce France ? que là où on est présent dans les entreprises, on a un taux de participation qui est autour de 60%, donc qui est très bon. Sauf que là, on touche des salariés de toutes petites entreprises qui ne voient pas à quoi le syndicalisme peut servir. Eh bien, il peut servir lorsqu'on permet aux assistantes maternelles d'avoir du chômage partiel, lorsqu'on se bat pour la vaccination de ces travailleurs, lorsqu'on permet d'avoir des améliorations salariales dans les branches professionnelles à travers les négociations qu'on mène. Donc moi, j'appelle ces salariés à voter, évidemment. Mais ils à voter ils ne sont pas forcément Eh bien, informés ils dans ne les le petites savent pas, entreprises. parce que je crois qu'on fait pas assez, on montre pas assez à quoi sert le syndicalisme aujourd'hui dans notre pays. Il est très utile dans les branches professionnelles, dans les discussions qu'on a eues avec le ministère hier. Et moi, je n'ai de cesse de parler de ces salariés qui sont souvent invisibles, et parmi eux, beaucoup de ces travailleurs de toutes petites entreprises. Et donc, il y a des élections en ce moment dans ces entreprises. Je les appelle à voter et à voter CFDT. On a compris. Merci beaucoup, Laurent Berger.